Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Frédéric Deveau. Bonjour Frédéric. Bonjour Eric. Frédéric, vous êtes un architecte passionné, pédagogue engagé et l'un des deux associés à la tête du cabinet MDR Architecture. Depuis plus de 30 ans, vous façonnez l'espace et le temps, guidé par une vision transversale du métier, où la technicité n'est jamais dissociée de la créativité. Avec votre équipe soudée, vous bâtissez des écoles, des gymnases, des laboratoires et des hôpitaux, de Montpellier à Toulouse en passant par Marseille, en orchestrant chaque projet comme un chef d'orchestre anime son orchestre ou comme un grand chef sublime ses ingrédients. Chez MDR Architecture, vous revendiquez le choix de vos partenaires et la fidélité de vos collaborateurs, certains présents depuis une décennie, pour faire de chaque chantier une aventure humaine et technique où l'exigence côtoie l'émotion. Frédéric, vous comparez souvent l'architecture à un chef cuisinier ou un musicien. En quoi la maîtrise technique est-elle pour vous indissociable de la créativité architecturale ? C'est une bonne question, Eric. La définition de notre métier par rapport à d'autres métiers créatifs, c'est le fait qu'on va jouer avec des éléments qui sont des éléments de structure, donc de gravité, des éléments d'environnement extérieur, de température, de chaleur, de douceur. Donc c'est des éléments qui sont assez fondamentaux dans nos métiers. Un artiste, lui, va créer ex nihilo une œuvre qui sera dans un contexte muséographique ou qui sera hébergé dans la maison de quelqu'un, mais cet élément-là va faire fi un peu de toutes ces parties. Nous, la difficulté, effectivement, c'est qu'un architecte, depuis la nuit des temps, il va essayer de lutter contre la gravité. Certains architectes, justement, du mouvement moderne, disaient essayer de rendre léger ce qui est lourd, donc arriver à dématérialiser un peu des choses. On se situe en plus à une époque où finalement on peut raconter absolument n'importe quoi en termes d'informatique, en termes de représentation d'architecture. La représentation, elle a été longtemps quelque chose qui était les prémices un petit peu d'un projet. Maintenant, c'est pas les prémices, c'est la réalité. On est dans des réalités virtuelles. L'intelligence artificielle permet des avancées qui sont assez incroyables sur toutes ces représentations-là. Nous, finalement, dans ce qu'on va raconter en termes de créativité dans nos métiers, sera obligatoirement le reflet attendu par nos maîtres d'ouvrage et nos clients. Et la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement d'arriver à composer un élément dans cette phase de créativité qui est un temps court aujourd'hui de conception pour nos métiers et d'être le plus fidèle possible dans la livraison de nos projets par rapport à nos attentes de nos clients. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles, effectivement, les architectes se sont un peu désengagés de ce savoir technique. Des raisons qui sont effectivement des aspects de plus en plus normatifs, un élément de plus en plus complexe dans cette partie. Et puis, beaucoup d'architectes qui considèrent que c'est un frein à leur créativité. Nous, effectivement, on considère chez MDR que c'est un élément qui est indispensable. Alors oui, je le compare à un chef cuisinier ou un musicien parce que les très grands chefs cuisiniers sont des gens qui ont une technicité qui est absolue. Les très grands musiciens sont aussi des gens qui ont une très très grande technicité. Et nous, si vous voulez, tous ces ingrédients vont être des éléments qui vont nous permettre d'aboutir à un projet. Ce ne sont pas des éléments qui vont le dénaturer, mais ce sont des éléments avec lesquels on va devoir composer. On est encore une fois dans un système très normatif en France, auquel on ne peut pas déroger. Il y a ces éléments, effectivement, je reviens sur le travail d'un artiste, il peut raconter tout et n'importe quoi, il peut se mettre dans un contexte où son œuvre d'art sera éphémère, elle n'aura pas de notion de pérennité, elle n'aura pas de notion de tenir dans le temps. Nous, on se retrouve avec des bâtiments qui vont devoir justement lutter contre leur vieillissement, lutter contre les effets de l'eau, lutter contre les effets du vent. Et à partir de ce moment-là, on va piocher, effectivement, comme un cuisinier va piocher des ingrédients qui vont lui permettre d'assembler un plat. Un artiste ou un musicien va piocher dans sa technicité pour bâtir son œuvre. Nous, on va piocher dans tous ces éléments-là. Mais excusez-moi de vous couper, mais est-ce que le génie créatif, c'est pas justement la durée dans le temps ? Parce qu'aujourd'hui, oui, alors la durée dans le temps, oui, bien sûr, l'inscription dans le temps. Et alors là aussi, c'est un effet aujourd'hui de rapidité qui est lié à plein de choses, à la communication sur des réseaux sociaux, à une vision partielle, parce que la difficulté aussi de notre métier, c'est qu'elle se communique effectivement beaucoup avec des éléments qui sont assez rapides, beaucoup des éléments de photographie et des photographies cadrées. Je pense que vous l'avez vraiment vécu quand vous parcourez des lieux quels qu'ils soient, que ce soit un bâtiment patrimonial, que ce soit un bâtiment plus contemporain, que ce soit un bâtiment dans un cadre assez exceptionnel. On a des émotions. Et ces émotions, elles sont liées à un parcours. C'est-à-dire que là, si on avait une comparaison à faire, on est plus dans une notion travelling dans nos métiers, qui est celle d'un réalisateur de cinéma, qui va vouloir montrer des choses, qui va vouloir donner des cadrages. Je sais qu'on a certains lieux, on a fait une école à Nîmes, qui est dans un endroit absolument magnifique, qui donne une vue
vue pour des enfants qui sont dans un quartier assez difficile qu'est le Mas de Mingues, une vue sur la plaine de Nîmes extraordinaire. Et la première réflexion qu'on s'est faite, c'est comment arriver justement à offrir des perspectives sur ce panorama extraordinaire. Donc on a un choix et une orientation qu'on fait par rapport à ça. C'est vrai que la notion de la durée dans nos métiers et de la notion d'inscription dans le temps, elle est fondamentale. On ne construit pas, comme vous l'avez dit, on construit des villes, on bâtit des villes et on espère que ce qu'on aura bâti arrivera à satisfaire encore des gens en termes d'usage et en termes esthétiques dans 50, 60, 70 ans. Le métier d'architecte, c'est de la technicité, de la créativité, mais il y a aussi un gros rôle de coordinateur et de pilote, de chef d'équipe. Oui, fondamentalement. Alors ça, ce que vous parliez de l'aspect pédagogue, moi je suis enseignant à l'école d'architecture de Montpellier depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Et c'est un élément, effectivement, que j'essaie d'introduire assez rapidement alors c'est dans les dernières années d'études, mais c'est d'arriver à faire comprendre, effectivement, aux jeunes architectes que, bien qu'ils soient formés pendant toutes leurs études par des architectes, donc il y a un côté qui est très, très vase clos, alors ça fonctionne avec la pédagogie, c'est fondamental, mais notre métier, en fait, il faut se rendre compte que on va avoir... Au moment où on va commencer à démarrer des études sur un chantier, sur un projet, on va avoir toute une équipe d'ingénierie qui va nous accompagner. Équipe d'ingénierie qui sont des ingénieurs structures, des ingénieurs fluides, des acousticiens, des ingénieurs multiples et variés. Donc notre rôle va être d'animer tous ces gens-là, d'arriver à ce qui fasse sien un peu que le projet qu'on va imaginer soit effectivement accaparé par ces gens-là, qu'ils arrivent à inscrire la façon dont ils vont projeter des éléments techniques de leur part, mais aussi que nous, on fasse preuve un peu d'empathie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on arrive à considérer que ce ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, mais que ce sont des éléments fondamentaux et qu'on a une colonne vertébrale à bâtir autour d'un projet. C'est des éléments, effectivement, qu'on va retrouver de manière un peu plus importante après dans des phases de réalisation où ces équipes vont encore s'étoffer. C'est des équipes dans lesquelles on va avoir des gens qui vont être, encore une fois, des ingénieurs, des exécutants, des compagnons, des gens qui vont assembler tout ce qu'on imagine. Qui est une phase absolument extraordinaire dans nos métiers, c'est d'avoir imaginé des projets pendant 1 ou 2 ans et puis d'un coup le voir émerger et surtout fédérer des gens autour de cet acte de construire. C'est un élément qui est absolument fondamental, mais qui nous oblige aussi à être très caméléons. Parce que, moi, c'est ce que je dis souvent, on est dans un métier où on va s'adresser à des gens qui vont être très techniques dans un domaine, très pointu, que ce soit sur le laboratoire, sur l'hospitalier, sur des éléments comme ça, à des gens qui vont être des compagnons, qui ont un savoir-faire extraordinaire, qui ont une intelligence de faire extraordinaire, mais sur lesquels, souvent, ce sont des gens qui, hélas, en France, je dis hélas parce que ce sont des très très beaux métiers, font ces métiers... certains par échec scolaire. Voilà. Donc nous, on a aussi une adaptation complète à faire dans la façon dont on va s'exprimer, dans la façon dont on va raconter les choses. Ce côté caméléon de notre métier, il est absolument fondamental, d'arriver à s'adapter, effectivement, mais dans le bon sens du terme, à toutes les personnes avec lesquelles on va intervenir sur un projet. C'est le rôle d'un coordinateur. Après 30 ans de métier, qu'est-ce qui continue à vous émerveiller dans l'acte de bâtir ? Tout. Tout, mais en fait, si vous voulez, l'élément qui est, au bout de 30 ans, qui est assez réjouissant, c'est que finalement, notre métier, il est beaucoup basé sur l'anticipation. C'est-à-dire, là aussi, c'est un exemple que je prends assez souvent. L'informatique nous a permis de rentrer dans une précision absolument totale sur nos projets. Et puis, l'exécution, la réalisation, ce sont des éléments qui sont un peu fluctuants parce que les gens qui vont les réaliser, on a des éléments très précis et la réalisation, elle est humaine. Donc, cette réalisation, cette imagination très précise de certaines choses, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu. Donc, on a un objet qui devient un peu mouvant. Et finalement, c'est là où souvent vient l'écueil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on aura déterminé n'est pas exactement ce qui est réalisé. Et notre métier doit être aussi sans cesse une adaptation, c'est-à-dire et une anticipation des problèmes. Donc là où l'aisance finalement des 30 ans de métier, c'est que finalement on commence à savoir d'où viennent les coûts et où peuvent se poser les problèmes. Mais non, c'est un métier, je pense, dans lequel on n'est pas blasé parce que d'abord on rencontre des gens absolument extraordinaires. On est dans des lieux absolument magnifiques, on croise des gens. Là, on a un projet aujourd'hui qui est porté par le CHU, qui a un projet qui accueille des soins palliatifs et la gériatrie.
Voilà, et on rencontre des équipes aussi bien au service des travaux qu'aux équipes des soignants, qui sont des gens qui sont totalement impliqués dans le soin, dans l'écoute et dans ces éléments-là. Donc on a des projets dans lesquels on a des rencontres qui sont particulières. Et je pense que c'est en ça que notre métier reste absolument extraordinaire. C'est à la fois dans les rencontres des personnes qui sont nos maîtres d'ouvrage, nos clients, et puis un métier sans cesse renouvelé aussi avec des entreprises qui sont dans une volonté de faire, de bien faire, toujours aussi étonnante. Frédéric, vous parlez très bien de votre métier, c'est passionnant, j'ai l'impression d'être étudiant en architecture. Précisément, vous êtes enseignant à l'école d'architecture. Et quel message vous souhaiteriez passer aux futures générations d'architectes ? C'est garder de la passion, parce que ce sont des métiers qui sont, je pense, et je le ressens moi, de plus en plus difficiles, c'est-à-dire que l'expérience accumulée depuis cette trentaine d'années m'a permis effectivement de détecter les écueils, de voir d'où peuvent se passer des problèmes. Mais je trouve que c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. J'ai écouté une phrase de Borloo il y a peu de temps qui parlait de la France de contrôleur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup une France de contrôleur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a des voisins qui construisent avec beaucoup de talent, hein, des voisins européens comme l'Espagne, le Portugal, voilà, la Suisse, où la démonstration se fait par l'exemple sur le résultat à obtenir. Aujourd'hui, on est sur une application normative et on a beaucoup de contrôleurs sur l'acte de construire, sur cet aspect normatif, donc qui sclérose un petit peu notre métier. Mais bon, je pense que c'est une époque, c'est le reflet d'une époque aussi, c'est le reflet d'un moment. Voilà. Après, le conseil que je peux leur donner, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est un métier qui est un métier de passion. C'est-à-dire que c'est un métier dans lequel on s'arrête pratiquement jamais. Hein. C'est d'arriver à mettre son cerveau au repos dans ce métier-là. C'est difficile parce que, non pas, voilà, je ne vais pas chercher des illustrations précises par rapport à ça, mais on a toujours des sollicitations. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des endroits qui vont nous faire penser à un projet, des exemples qu'on va voir. On va traverser une rue, on va voir un matériau, on va voir des éléments qui vont nous procurer cette émotion. Donc le seul conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas perdre cette émotion et cette envie et cette passion. Ça veut dire que l'architecte, il est à la fois le peintre, le photographe, le maçon, et est-ce qu'il est déjà inspiré par quelque chose? C'est artistique, la première entrée, elle est artistique? C'est une agglomération de beaucoup de choses en fait. C'est de dire comment tout arrive. Alors oui, il y a des architectes qui en parlent très bien et qui sont capables d'avoir des discours très très construits par rapport à leur aspect créatif. Avec mon associé Arnaud, on est vraiment, nous, je pense, sur un côté très intuitif. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être des expériences passées, ça va être des ambiances qu'on veut révéler. Et puis, je pense c'est un métier qui ne peut pas se faire sans générosité. C'est-à-dire sans aimer les gens. Hein. C'est-à-dire que ce métier, si on ne se dit pas que, effectivement, quand je vous parlais de ce projet du CHU, si on n'a pas envie de se dire à un moment qu'on va créer de l'émotion pour des gens qui sont là, et du bien-être, je pense que c'est un métier qu'il faut tout de suite arrêter. Votre cabinet a fait le choix de réduire le logement collectif pour privilégier les marchés publics et la diversité des programmes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix stratégique ? Alors ça, c'est un choix aussi qu'on a fait avec mon associé pour se rapprocher de gens qui étaient des commanditaires en logement collectif, qui étaient des gens qui avaient envie de faire du logement. Le métier de promoteur, il est très divers et varié, hein, comme le métier d'architecte, comme plein de métiers. Mais c'est vrai que les différentes lois fiscales ont peut-être incité certains promoteurs à certains moments à être plus sur du produit financier, parce qu'il y avait une facilité, il y avait ces éléments-là. Et c'est vrai que nous, on a eu tendance à se rapprocher de gens avec lesquels on partageait cette émotion de faire du logement, voilà, de réfléchir à des cellules, de réfléchir à la façon dont les gens allaient y vivre. Hein. Notre responsabilité, elle est extrêmement importante quand même hein, dans nos métiers. Ça, voilà, je parle de passion, je parle de légèreté sur certaines choses, mais je pense qu'on a quand même une très grande responsabilité au-delà de la responsabilité de l'acte de construire, qui est une responsabilité assurantielle, mais sur la responsabilité qu'on a dans la vie des gens. Quand on imagine un logement collectif, il y a peut-être des familles qui vont y vivre pendant 10, 15, 20 ans. Et donc la responsabilité de ce qu'on va faire, de ce qu'on va orienter, du cadre de vie qu'on va leur donner, des orientations, de l'ensoleillement, des choses comme ça vont être des éléments aussi très importants. Ensoleillement, ça me fait réagir. Élever un bâtiment, c'est inscrire un rêve dans la matière et faire dialoguer la lumière avec le temps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça pour finir ? Nous sommes des architectes méditerranéens. Voilà, et on le revendique. On le revendique fortement. Vous voyez, j'étais encore ce matin, on travaille sur un concours d'un bâtiment, d'un gymnase.
Et on travaille avec des gens qui sont un peu des révélateurs d'espace, qui sont des perspectivistes. Et le travail qu'ils nous avaient fait, c'était sur un ciel très blanc. Là, je vois la fenêtre ouverte avec un ciel bleu. En fait, la lumière, c'est une dimension qui est fondamentale dans notre profession parce qu'elle va révéler les formes, elle va révéler les assemblages. Et autant des architectures dans des pays qui sont un peu sans soleil auront un côté un peu plus plat, autant les architectures, on les connaît tous, ce sont les architectures espagnoles, les architectures du Maghreb, qui sont des architectures très blanches, très éclatantes et très découpées par le soleil. Frédéric, merci pour cette lumière et la lumière sur votre métier, sur votre passion. Je vous souhaite une belle fin d'année, puisque aujourd'hui c'est le 26 décembre et c'est bientôt la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on souhaite à MDR Architecture là, sur les prochaines années ? De garder autant de plaisir à faire ce qu'on fait. Merci Frédéric. Merci Eric.